Et là, nous avons donc une conférencière que vous m'aviez suggérée parce qu'elle est enseignante en chirurgie à l'école de chirurgie de Lyon, sous directrice d'ailleurs. Et c'est Madame Catherine Vogt qui va nous parler de l'enseignement de la chirurgie sans mâle et sans animal, et qui a en fait été vétérinaire, qui a terminé ses études vétérinaires à Lyon en 1989 et qui s'est spécialisée dans la microchirurgie au niveau de et qui enseigne l'expérimentation animale. Without Animal Suffering and Pain, ou l'enseignement de la chirurgie sans mâle et sans animal. D'accord. Donc, c'est un concept que j'ai développé dans le cadre d'une formation réglementaire qui s'appelle « Formation en technique chirurgicale appliquée à la chirurgie expérimentale sans utilisation d'animal vivant ». Je vais tout d'abord vous exposer le contexte réglementaire et l'évolution législative qui arrive avec la mise en application de la directive européenne 2010-63 en janvier prochain. J'évoquerai ensuite les principes qui sous-tendent ma démarche ainsi que la difficulté de standardiser des substituts physiques ou organiques de qualité. De plus, cette formation est destinée à un public hétérogène et je vous présenterai donc 2 vidéos permettant d'appréhender de manière originale des chirurgies types comme la laparotomie et la plaie traumatique, avec différents types de niveaux qu'on peut donner à ces exercices. Les critères de notation des stagiaires et l'évaluation de la formation seront abordés avant de conclure sur les perspectives de ce type d'enseignement pour la chirurgie. Jusque dans les années 80, la chirurgie expérimentale était essentiellement un savoir d'équipe, transmis par tutorat et soigneusement gardé secret, en règle générale. En expérimentation animale, c'est depuis 1988 que la législation a rendu obligatoire une formation pour toute personne non chirurgien et non vétérinaire susceptible d'effectuer un geste chirurgical sur un animal anesthésié. Actuellement, une vingtaine de formations sont accréditées en France. Elles recouvrent systématiquement à l'animal anesthésié pour des démonstrations et des simulacres de chirurgie sans réveil. La réglementation actuelle ne définit pas les volumes horaires. Elle définit pas non plus les contenus minimums de ces modules. Il existe donc une certaine disparité entre les formations disponibles, et je rappellerai en particulier la formation qui est dispensée à Nantes sur la chirurgie du poisson et qui ouvre juste à l'expérimentation sur le poisson. Avec la mise en application de la nouvelle directive européenne, le groupe de travail concernant l'enseignement propose d'ores et déjà des grandes lignes à évoquer dans une formation chirurgicale. Donc, en dehors des principes d'Alstedt que je ne vous ferai pas l'affront de rappeler ici, il y a des notions plus originales, comme d'identifier les sources de référence ou encore préciser les compétences exigées de tout le personnel impliqué dans le protocole. La démonstration de la compétence technique des personnes impliquées, tout comme la caractérisation des instruments, du matériel de suture et des critères de choix selon l'application qu'on va en faire, deviennent déterminants. Rappelons également qu'en expérimentation animale, la chirurgie revêt 2 catégories d'intervention principalement. Celle qui consiste en l'invalidation d'une structure anatomique et celles qui permettent d'implanter un corps étranger dans l'organisme vivant, que ce soit du tissu exogène ou un appareillage. Il ne s'agit donc pas d'une chirurgie réparatrice au sens thérapeutique, au cours de laquelle le chirurgien doit enlever une partie malade et compenser cette ablation afin de maintenir l'organisme en bon état de fonctionnement. Il s'agit au contraire d'une intervention qui a pour but de créer un déficit le plus calibré possible, le plus répétitif possible, sans qu'il y ait compensation pour aboutir à un modèle expérimental de pathologie. Dans ce cas, l'expérimentateur réalise un nombre réduit de gestes très ciblés selon son domaine d'intérêt sur des animaux en bonne santé. Même s'il est notoirement illusoire d'espérer former un chirurgien en 3 jours, les procédures abordées en expériment sont souvent complexes. Je vous ai mis en photo un certain nombre de modèles couramment utilisés.
D'autres sont basés sur la télémétrie, l'exérèse partielle ou totale d'organes ou de glandes, mais aussi de greffe de tumeurs solides. C'est le petit déroulé à gauche. Il peut s'agir également de chirurgie intracrânienne, avec ou sans implantation chronique d'électrodes ou de canules. Donc ça revêt quand même un grand échantillon de possibilités. La particularité de la formation que je développe, alors je suis désolée, c'est un peu petit, mais je voulais mettre tous les items, est d'associer au stade ultime des 3 R, c'est-à-dire 0 animal vivant, donc 0 souffrance, à une démarche dite durable, entre guillemets, avec une volonté affichée de limiter les déchets, tout en respectant les fondamentaux d'hygiène, d'asepsie et de sécurité. La formation, donc, est une formation réglementée de 22 heures, qui s'articule sur 19 exercices pratiques, et j'insiste sur le fait qu'ils sont essentiellement pratiques et interactifs, réalisés seuls ou en binôme. Elle s'adresse à un public hétérogène d'un point de vue du niveau d'études, puisque c'est à la fois des chercheurs et des techniciens en expérimentation animale, qui sont soit titulaires d'un niveau 1, soit d'un niveau 2. Au cours de la formation, il y a également 2 sessions de validation des acquis qui complètent le programme d'exercice. Alors, un enseignement sans animal vivant implique forcément l'utilisation de substituts, et j'ai essayé de caractériser un peu les substituts. Certains sont déjà connus et très utilisés dans d'autres enseignements, d'autres sont plus originaux et ont été développés pour répondre à des problématiques précises. Dans les 2 cas, ils doivent permettre de reproduire l'exercice autant de fois que nécessaire à sa maîtrise, de les standardiser également pour que chacun ait un enseignement équivalent. L'étudiant aborde ces exercices jusqu'à les maîtriser et sans stress, ce qui est quand même quelque chose d'assez libératoire en pratique. De plus, l'utilisation conjointe de supports physiques et biologiques impose à la fois une traçabilité des pièces anatomiques, ce qu'il ne faut pas oublier, et une traçabilité également de leurs conditions de conservation. Il faut aussi associer des procédures strictes de nettoyage et de désinfection. Donc l'exercice que je vous propose de voir en évitant que ça, ce qui va se dérouler. Excusez-moi. Voilà. Donc l'exercice que je vous montre ici se déroule sur un support original qui a été développé pour permettre l'utilisation de parois abdominales de rongeurs, mais également de lagomorphes ou d'autres espèces. Il couvre plusieurs séquences d'exercices démontrés, puis avec une démonstration, puis un travail en binôme. Nous allons commencer donc par la maîtrise du plan d'injection et la mise en place d'un transpondeur. L'exercice réel dure 40 minutes. On commence par quelques minutes de présentation, de démonstration par l'enseignant, puis les étudiants réalisent successivement l'implantation du dit transpondeur sur l'une et l'autre des zones mises à leur disposition. On peut noter qui fait quoi dans la mesure où les facsimilés de transpondeurs sont de couleurs différentes. Ensuite, on va passer à l'asepsie de la zone chirurgicale avec le passage classique bétadine savon, alcool et bétadine solution, et à la réalisation d'une anesthésie locale avec un liquide de couleur, ce qui permet à l'étudiant de voir là où il implante le produit et par la suite de vérifier s'il a bien respecté la profondeur d'injection. Là aussi, le but est de maîtriser la profondeur du plan d'injection. C'est un exercice qui dure, pour cette phase-là, une 50aine de minutes. Les 2 techniques sont démontrées, donc l'injection traçante et puis l'injection point par point, ce qui permet également, a posteriori, de vérifier l'efficacité de 2 méthodes. Voilà. Alors, regardez, les glands sont bleus, parce que nous sommes en phase non stérile. Quand nous allons passer en phase stérile, c'est-à-dire juste maintenant, les gants sont devenus blancs puisque ça symbolise le fait qu'il faut avoir une procédure stricte
pour passer à cette phase-là. Le drapage est volontairement réalisé avec des champs collés parce que ça permet de mieux voir l'animal qui est souvent un petit rongeur que de le noyer sous des champs en tissu. L'encadrant peut également rappeler la prise en main des instruments pour la sécurité des praticiens, donc en particulier sur le scalpel, qui est quand même un instrument un peu coupant. L'ensemble de cet exercice dure 60 minutes en 2 phases, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, les stagiaires s'intervertissent, sachant qu'on est soit praticien de l'incision et de l'abord, soit responsable de la tenue des écarteurs, pour faciliter le geste du chirurgien lui-même. Donc là encore, on peut préciser la position du scalpel par rapport à la sonde cannelée. C'est des exercices de base tout à fait connus, mais qui permettent de faire les choses de façon beaucoup plus construite que ce qu'on voit pratiquer dans la majorité des cas dans les labos. Donc là, on symbolise l'exploration de la cavité abdominale. On peut noter sur cette photo la coloration bleue résiduelle de l'anesthésie locale. La suture est effectuée classiquement en points séparés sur la paroi abdominale, comme sur la peau. L'avantage, c'est que l'inversion des rôles permet d'imposer à chacun des 2 stagiaires le point de vue de l'autre et assoit la complémentarité des gestes et stimule l'entraide. Souvent, les personnes qui suivent ce type de formation travaillent seules, et le fait d'être confronté à l'autre permet de faire évoluer sa propre pratique ultérieurement. L'ensemble de la procédure dure, quand elle est réalisée par les étudiants, 2h30, en plusieurs phases, comme je vous le disais. Et elle va permettre, on va y arriver dans quelques instants, une auto-évaluation. Et ce point-là est assez important également. Donc là, la suture cutanée, après avoir bien sûr évincé le champ de façon à ne pas le suturer avec la peau, ce qui arrive quand même de temps en temps à nos stagiaires. Et en dernier lieu, vérification de la suture pour voir si elle est correcte. Donc l'auto-évaluation de l'exercice se fait par les stagiaires directement. On démonte la boîte, ce qui permet de vérifier l'intégrité des ballons, mais ceci dit, quand ils claquent, on les entend bien. Ça permet également de vérifier que les points prennent la totalité de la paroi de part et d'autre, et avec une petite incision, là aussi de vérifier qu'on a bien respecté le plan d'injection pour positionner le transpondeur d'une part, hein, donc sans atteindre le muscle évidemment, et puis pour les injections d'anesthésie locale, on s'aperçoit que la diffusion de la coloration est absolument équivalente à droite et à gauche, que l'on effectue des points successifs ou une traçante. Juste la densité qui peut varier en fonction du colorant utilisé. Voilà. Donc c'est un exercice qui est quand même assez complet et qui permet d'envisager les choses de façon assez précise. Ce deuxième point pour évoquer un exercice de base qui est réalisé logiquement pour simplement retirer les corps étrangers d'une plaie, par exemple sur une désunion de suture sur un animal de laboratoire qui est resté dans sa cage. Selon l'aisance du stagiaire, on peut être amené à commencer à lui faire construire une ébauche de raisonnement quant à la procédure chirurgicale qu'il va adopter. On insistera évidemment sur la documentation en amont et les indispensables connaissances anatomiques. Le stagiaire étant chargé d'identifier et de réfléchir puis de conclure à ce qu'il est censé faire face au cas. Mais le film devrait être plus explicite
Donc, on est sur une pièce anatomique, là encore, isolée, avec une recherche de corps étrangers tout à fait banale. Hein, tout doucement, on essaye de respecter les tissus. Irrigation pour faire, là aussi, ressortir les débris. On voit bien que certains d'entre eux sont remontés vers la surface et peuvent être plus aisément retirés. Donc pour les stagiaires les plus avancés et les plus à l'aise, on va leur proposer à ce stade-là d'identifier donc les structures sectionnées. Donc ils ont des planches anatomiques. Là, on voit très aisément que le nerf a été sectionné. On retrouve les deux extrémités de part et d'autre de l'incision. Et cette rupture de continuité doit permettre au stagiaire de se rendre compte qu'un nerf sectionné, ça signifie une paralysie, et que sur un animal de laboratoire, ça signifie l'euthanasie. L'exercice durant une 50aine de minutes. Pour une pédagogie cohérente, j'ai cherché à m'inspirer de la taxonomie de Bloom de façon à baser les exercices chronologiquement dans le temps sur des exercices de plus en plus complexes et englobant des éléments techniques des précédents. Pour chacun d'entre eux, avant de commencer, il y a donc la définition de l'objectif même de l'exercice, qui doit être clair, mesurable et accessible. Le but n'est pas d'aller vite et de finir à tout prix, mais bien la qualité du geste acquis. Hein ? L'enseignant fait ensuite la démonstration de la technique avec le même support et avec les mêmes instruments. Les stagiaires commencent à travailler. Le ratio enseignant-stagiaire, qui est assez important, permet d'être à la disponibilité des différents participants pour contrôler l'exercice au fur et à mesure de son déroulement, mais également pour évaluer l'implication du stagiaire dans son exercice. L'évaluation des compétences acquises par le stagiaire implique également qu'à un moment donné, il doit être en mesure de nous évaluer nous-mêmes. Et c'est un petit peu le propos des diapos qui viennent. Donc, cette première diapo pour montrer la notation des participants. Donc, il y a 27 phases d'exercice notées. Hein, des fois, un exercice est coupé en plusieurs phases. Ils sont notés de 0 à 4, 0 insuffisant ou non réalisé, 1 correct, 2 bien, 3 très bien, 4 excellent. Cette notation d'exercice en continu est complétée, donc, comme je l'avais annoncé, par 2 sessions d'évaluation individuelle, sans support, et puis par un bonus qui est également attribué selon l'attitude du stagiaire, c'est-à-dire s'il s'applique et qu'il progresse techniquement, s'il répète l'exercice jusqu'à le réaliser correctement, ou encore s'il aide son binôme en difficulté. Tout ça va lui amener un petit quota de bonus sur une notation sur 120 qui va être amenée sur 20. La notation moyenne inférieure à 7,5 ne permet pas donc l'obtention du diplôme. Ça ne s'est jamais produit, mais dans ce cas-là, on demanderait à la personne de venir à une seconde session. La multiplicité des exercices liste également la moyenne obtenue, puisque c'est la régularité qui est privilégiée par ce type de notation. La moyenne, c'est le dessin du bas, entre les niveaux 1 qui sont des bacs plus quelque chose et des niveaux 2 qui sont en général BTA dans le meilleur des cas et éventuellement au bac pro, n'est pas tout à fait la même. 11 pour les premiers et 11,03 pour les premiers et 12,23 pour les seconds. Ceci conforte assez bien l'impression ressentie pendant les cours, mais les effectifs sont encore un peu minces pour qu'on puisse vraiment tirer des conclusions. L'explication probable est que, que les niveaux 1 et les niveaux, ont souvent des mauvaises habitudes, ce qui n'est pas le cas des niveaux 2, en règle générale.
Là également, c'est l'inverse. Les participants ont noté la formation, enfin, ont apprécié les exercices un par un. 0 insuffisant, 1 déjà connu, 2 bien et 3 très bien. La cotation est assez satisfaisante en moyenne. On peut noter que les niveaux 2 manifestent un intérêt pour l'asepsie et l'anesthésie locale, qui sont des domaines où ils sont classiquement sollicités. La prise en main des instruments, qui leur est souvent intuitive, n'est pas ressentie comme étant facile ni sûre. Donc ils sont très demandeurs là aussi. A contrario, les niveaux 1 recherchent des précisions sur des aspects plus techniques comme l'hémostase ou la manipulation de tissus fragiles comme l'intestin. Afin de compléter cette première évaluation, un questionnaire téléphonique a été réalisé à 6 mois. Il permet de reprendre à fois et de manière plus générale divers éléments, en particulier la réponse à la question « Au final, pensez-vous que les objectifs de la formation auraient nécessité de recourir à des animaux vivants ?» Et en pratique, on était déjà dans une bonne moyenne au départ en post-formation. À 6 mois, c'est carrément un grand oui. Le document pédagogique qui n'est pas utilisé pendant la formation mais qui est donné aux stagiaires a fait l'unanimité. Il a permis de compléter les connaissances en suture, en asepsie, dans une moindre mesure en anesthésie et en analgésie. La satisfaction globale n'a que pratiquement pas évolué. Tous recommandent avec autant de bonne volonté la formation. Par contre, ce qui me paraît déterminant, c'est le fait que les stagiaires ont modifié leur pratique et que dans 70% des cas, ils en ont tout à fait conscience à l'issue de cette formation, ce qui est finalement le plus beau des résultats. Au-delà de cette formation, plusieurs modules de chirurgie spécialisée sont en cours de développement. Ils visent à répondre à de nouveaux impératifs de la législation et également au concept de formation tout au long de la vie, donc qui se base sur l'exérèse tumorale, le cathétérisme permanent chez le rongeur par exemple, ou la chirurgie stéréotaxique, toujours dans le même principe d'éviter le recours à l'animal. Ces procédures sont plus complexes puisqu'elles abordent des sujets plus précis et les techniques sont évidemment plus difficiles à justifier pour le participant. Ce film montre un exercice qui est en cours de développement. Je conclus. En conclusion, donc, la formation WASP a été officialisée a été accréditée par la CNEA, ce qui officialise la première formation basée sur une substitution totale en France. Si l'expérimentation animale vient de faire un grand pas, il y a fort à parier que cette pratique tendra à se généraliser inexorablement. Ce n'est plus qu'une question de volonté pour faire évoluer d'autres formations et réévaluer l'utilisation des animaux dans l'enseignement. Je vous remercie. Son avis déjà sur cette présentation et qui va être ouverte à la discussion. Pour ce qui est de mon avis, c'est tout à fait clair que c'est pour moi quelque chose de très nouveau. Donc, bien sûr, j'avais vu évidemment votre résumé auparavant et donc je m'étais posé un certain nombre de questions, donc ça a apporté quelques-unes des réponses. Bien sûr, il y a des choses, moi, qui m'interrogent quand même un peu parce que vous dites sans animal. Oui. Tout ce que vous avez présenté comme pièces inertes proviennent de l'animal. Tout à fait. Donc forcément, c'est pas tout à fait sans animal. Alors, c'est sans animal vivant, hein, et les pièces en question proviennent exclusivement d'animaux issus de l'expérimentation. Et donc, on court-circuite l'équarrissage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après l'euthanasie, dans le cadre expérimental d'un protocole dûment autorisé par le comité d'éthique, etc., et à condition que les pièces ne soient pas suspectes de contamination ou de problèmes secondaires, les animaux sont prélevés, toutes les pièces sont archivées, classées avec leur origine, etc., et réutilisées à ce moment-là dans la formation. Ce qui nécessite en amont un très gros travail, parce qu'elles sont également préparées selon les exercices qu'on envisage de faire. C'est un recyclage, en fait. Exactement. De morceaux d'animaux. Voilà, c'est un recyclage de pièces détachées. Autant je pense que peut-être pour des gens qui veulent ensuite faire de la chirurgie, parce que c'est quand même l'objectif, bien sûr, ça peut être peut-être pour des tout petits débutants
intéressant parce que justement, ils ne vont pas avoir de gros problèmes. Ils vont être tranquilles, ça va être mental à mon avis, le soulagement. Mais est-ce que s'ils avaient eu en fait des animaux anesthésiés, donc qui n'auraient pas souffert, ça n'était pas plus près de la réalité? Alors, c'est l'éternelle discussion. La CNEA a été très frileuse sur ce point pendant un temps. Le problème est le suivant, c'est que dans le cadre de ces enseignements, la malheureuse souris qui sert à 4 étudiants, je ne suis pas intimement persuadée que ça apporte quoi que ce soit d'un point de vue qualité de l'enseignement et qualité chirurgicale ultérieure du geste dans ce cadre précis. Donc plutôt que de, entre guillemets, gaspiller, puisque la tendance c'est quand même à raffiner et à diminuer le nombre d'animaux utilisés dans l'enseignement d'une manière générale, plutôt que de, je dirais, gaspiller des animaux comme ça pour des utilisations finalement extrêmement ponctuelles, il est apparu, et je pense que c'est en tout cas le fond de ma démarche, évident que les substituts permettent de franchir le pas. Il faut savoir que cette formation est originale dans le public auquel elle est destinée et par certains supports, mais des formations tout à fait... je dirais pas similaires, mais en tout cas dans la même veine, existent d'ores et déjà, en particulier pour les médecins au Royaume-Uni, puisque le Basic Surgical Skill, qui est dispensé par les collèges royaux de chirurgie, permet à la fois de donner un enseignement de base à l'ensemble des médecins qui se destinent potentiellement à devenir des chirurgiens, mais également d'effectuer un pré-tri de leur capacité manuelle, et ça vient un petit peu dans la sélection de ceux, en complément des aspects théoriques, qui vont pouvoir accéder à l'internat de chirurgie. Si je comprends bien vos explications, en fait, l'objectif, c'est plus la diminution du nombre d'animaux utilisés aux fins d'enseignement que, je dirais, peut-être quelques facilités ou de grandes facilités pour les débutants, enfin pour les étudiants. Parce que, laissez-moi continuer, je vais vous poser tout de suite une autre question qui, je dirais, va embrayer sur l'affaire. C'est que parmi les choses que vous avez affichées, en particulier dans votre résumé, bien sûr, les premières choses, les structures, etc., mais par exemple l'hémostase. Oui. Comment vous allez entraîner des étudiants débutants à faire de l'hémostase sur des pièces qui sont complètement saignées? Alors non, elles ne sont pas saignées. Ah. Ce ne sont pas des pièces de boucherie, c'est des pièces d'animaux euthanasiés. Donc il n'y a pas eu cette phase... Oui, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de circulation. Non, il n'y a plus de circulation, mais par exemple, l'exercice justement de l'hémostase, je ne vous l'ai pas présenté, mais il est réalisé sur une anse intestinale. Donc on voit très très bien sur le mésentère les vaisseaux, hein, surtout que l'animal n'est pas saigné, donc ils apparaissent, je dirais, noir sur blanc quasiment. Et l'étudiant va tout doucement disséquer, déjà repérer ce que c'est qu'un vaisseau fin, même sur un mésentère de porc, c'est fin. Il va pouvoir passer un fil, voir comment ça se positionne, en serrant, même sur un vaisseau, je dirais, qui est hors circulation, le fait de serrer correctement le fil fait apparaître une marge blanche. Donc il y a quand même... Mais c'est pas vraiment une hémostase, c'est une prévention avant une section. C'est une prévention avant section. Au cas où un acte chirurgical fait que tout d'un coup, il y a une artère qui gicle, ça je vois pas comment ça peut se faire sur vos modèles. Alors, le coup de l'artère qui gicle, en théorie, dans un projet de chirurgie expérimentale, ça n'existe pas. Ouais. Vous savez quelle est l'anatomie, vous savez par où il faut passer, vous connaissez votre voie d'abord parfaitement, vous connaissez vos gestes et vous avez standardisé votre procédure. Cette formation n'a pas vocation de former des chirurgiens. Oui, alors, elle a exactement alors quelle vocation alors, parce que c'est. Elle a la vocation de former, qu'il faudrait préciser. À ce stade-là, des techniciens et des praticiens d'expérimentation animale, donc sur des gestes ciblés, bien maîtrisés, et pas sur tous les gestes possibles en chirurgie, mais bien sur des projets définis. Et à contrario, pour d'autres corps de métier comme les médecins ou les vétérinaires, elle peut permettre un premier passage, je dirais, à la pratique, sans risque, sans coût exorbitant, avant de passer à l'ovariectomie du matin, dont je me souviens en clinique,
qui étaient souvent sujettes à des prises de risques inconsidérées. Oui, ok. Bon, puisqu'on nous demande de laisser Oui, la parce que place à la communication y a-t-il suivante. une seule question maintenant? Pas de question. En tout cas, on est soumis quand même à la loi des anglo-saxons qui nous empêche de travailler correctement très souvent parce qu'il faut bien traiter l'animal au détriment peut-être de l'expérimentation qu'on avait, nous, dans les écoles vétérinaires. Enfin, c'est ce que je pense. Je pense qu'on ne supprimera pas la clinique, qui restera quand même... Chez les anglo-saxons, méfiez-vous, on ne peut plus opérer à partir d'un certain temps d'années. Les étudiants travaillent sur des modèles qui ne sont pas animaux. Faites attention, on arrive à cela. Hein. Bon, si Madame la Présidente me le permet, je dis à tout le monde, puisque donc un certain nombre de personnes ne sont pas au courant, mais que l'Académie vétérinaire a fait un rapport cette année sur l'expérimentation animale, un rapport et un avis. Et donc, on va essayer de le diffuser, on vous donnera les... Il est sur notre site, en tout cas. Voilà, il est sur le site, en tout cas, voilà, tout à fait. Voilà. Et il est récent puisqu'il a été déposé en septembre chez le ministre de l'Agriculture.